Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quand un prof atypique soulage l'éco-anxiété de la génération Greta, c'est les têtes givrées, feel good movies comme on les aime dans la quotidienne. Il a été réalisé par Stéphane Caz, invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Mag&Sell, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un documentaire disponible sur MyCanal depuis fin février sur Joséphine Baker. Les programmes seront évidemment ceux d'histoire. L'heure de la récré, c'est toujours avec Emma. Elle nous emmène faire un escape game pour réviser notre code de la route. Et puis enfin, comme tous les vendredis, nous retrouverons Célie Luton et ses précieux conseils de lecture pour les enfants et les ados. Poésie sur les rayons de la librairie aujourd'hui. La School TV. Bah oui, la School TV, c'est parti. Mais la quotidienne de School TV, c'est parti. Surtout, allez, Grand Oral. La cour des miracles, être prof, un bon début, l'école est à nous, un petit miracle, petite, l'année cinématographique est décidément fertile pour les passionnés d'éducation. Le festival continue avec les têtes givrées de Stéphane Caz. Ingrédients, une classe de SECPA au pied du Mont Blanc, le réchauffement climatique, un projet fou. Clovis Cornillac en prof comme on en rêve, on se rafraîchit la mémoire pour celles et ceux qui ont déjà vu le film et on allèche les autres. Bonne annonce. C'est quoi cette sortie scolaire qui claque le sol, là? Je commence à râler dès maintenant, on n'est pas en nous. Monsieur, j'en peux plus, là. Je suis à 2 doigts de la crise tachycardiaque. Tachycardiaque. Monsieur, c'est vrai que le glacier va disparaître? Ouais, si personne ne fait rien... Oui. Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. J'avais l'air ridicule face aux parents. Débo, elle a une idée pour empêcher le glacier de fondre. Mettre 3 bâches sur un glacier, ça te fait kiffer, ça? Faut qu'on se bouge alors, hein. Moi je suis à fond, vous êtes chaud, vous? On n'est pas des Gandhi ou des Greta, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Bâcher un glacier. Ah, tu te fous de moi, là. Allez, dispersion! Tu pourrais pas leur faire un simple exposé sur le réchauffement climatique? Avec un petit diapo comme tout le monde? T'as vu le monde qu'on est en train de leur laisser, là? Je veux que vous soyez une équipe. Oh, bulldozer! On les foutra en l'air! Vous arrêtez de jouer avec nos enfants. On s'est donné à fond et on pourra même pas poser une bâche. Vous voulez vous battre pour ce glacier, oui ou non? Les grands projets écolo, tout ça, c'est fini. Tu voulais qu'ils bombent le torse, non? Regardez bien, parce que tu les changeras plus. Si nous, on est incapable de faire bouger toute une vallée, de quoi vous serez capable? Les têtes givrées réalisées par Stéphane Caz, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. On est super heureux de vous accueillir sur ce plateau. Il y a plein de fils à tirer à partir du film. Je voudrais qu'on commence par un fil qui est votre histoire d'élève à vous. Ah, c'est intéressant parce que moi j'ai eu une période dans ma vie où j'étais un peu en échec scolaire. Ouais. Et plus tard, j'ai enseigné dans des collèges et des lycées. J'ai rencontré des élèves de SECPA et ils m'ont touché parce qu'ils avaient pas confiance en eux, ils avaient l'impression d'être nuls. Et ça m'a ramené à cette période de ma vie où pendant quelques années, j'avais ce sentiment-là aussi. C'est quoi, vous étiez au collège? Avant. Moi, école primaire. Ouais, c'était plutôt CM1, CM2. Au collège, ça allait un petit peu mieux. J'ai eu des hauts et des bas dans ma scolarité. Mais donc voilà, et ça me touchait de montrer ces élèves-là et de montrer des élèves de SECPA qui vont réaliser leurs rêves. Je trouvais ça très, très chouette. Des SECPA dont on rappelle que ce sont les sections d'enseignement général et professionnel adapté, pardon. C'est dans les collèges et c'est pour des élèves qui rencontrent des difficultés de tous ordres en fait. Exactement. Et déjà j'avais envie parce qu'on parle souvent des élèves de SECPA comme des élèves qui ont des difficultés scolaires, mais j'avais envie de les montrer sous un autre angle parce que évidemment c'est des adolescents comme tout le monde qui ont plein de rêves dans leur tête et j'avais envie de les montrer ailleurs et de parler de cette confiance en soi parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le film d'élèves joués par plein de comédiens assez merveilleux. Oui, je confirme. Ils sont très différents, mais là où ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous pas confiance en eux, ils vont tous prendre confiance en eux dans le film, avec de manière différente. Vous faites le geste en me répondant, il y a un côté peur au ventre, c'est ça? En allant à l'école. Exact. Oui. En tout cas, vous, c'est le sentiment que vous leur prêtez dès le début. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont là, qu'ils ont du mal à y arriver. Et pour moi, c'est très important, justement, d'avoir un rêve ou un projet ou quelque chose qui donne envie de se lever tous les matins, qui donne de l'énergie, qui fait faire des rencontres, qui fait avancer, qui fait sortir de sa zone de confort. C'est important d'avoir un projet, quelque chose qui éveille. Et très souvent, quand on n'a pas confiance en soi et qu'il y a quelque chose qui nous fait rêver, on ne va pas le tenter parce que de toute manière, on est tellement nul qu'on ne va pas y arriver.
donc on tente pas. Et c'est ce sentiment-là que j'avais envie de combattre et que vivent parfois certains élèves de SECPA, auto-alimentés par le dénigrement qu'ils peuvent subir par les autres classes. Et de temps en temps par les médias ou par certains... Et par certains médias ou films, oui, effectivement. Ou animateurs. Mais donc voilà, je voulais combattre ce sentiment-là et ce rapport à l'échec pour avoir un rapport à l'échec positif qui fait avancer, progresser et s'émanciper. Et vous étiez ce prof-là quand vous enseignez ou quand vous intervenez dans les collèges? J'aimerais bien. Ouais. Alors c'est sûr, avec la scénariste Isabelle Fontaine, on a essayé de créer un personnage de prof qui nous faisait rêver, un peu comme le Cerf des Poètes Disparus, qui est un peu une référence pour nous. Et donc voilà, après il fallait trouver un comédien qui nous fasse rêver aussi. Et c'est Clovis Cornillac qui fait absolument rêver dans ce rôle. Ce qui vous révolte, et je ne sais pas si le mot est très juste, parce qu'on vous décrit, et on le voit ici, comme quelqu'un de plutôt doux, plutôt posé, c'est que quand on ne croit pas aux élèves, quand les adultes ne croient pas aux élèves, quand on les dénigre, on est sûr de les enfoncer dans le trou. Et ça vous énerve. Oui. Et alors il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà, on va commencer par le départ. On manque d'enseignants en France. Moi, ma sœur est prof de maths, et une fois, elle m'a appelé. Elle m'a dit, s'il te plaît, tu peux pas venir parce que ça fait 2 mois que les élèves n'ont pas cours dans Paris. Hein. On trouve pas d'enseignants. Alors moi, les maths, non mais c'est une blague. Oui, mais c'est mieux que rien. Enfin, voilà. Donc on est quand même dans une époque où on ne trouve pas d'enseignants. Et voilà, ces élèves, c'est terrible. Donc voilà, il faut penser à eux. Et c'est des métiers tellement beaux. L'idée de ce film, au tout départ, l'idée de faire un film sur le métier d'enseignant qui met à l'honneur ce métier, elle m'est venue le jour de l'enterrement de ma grand-mère, où j'ai vu des gens débarquer un peu de partout qui ne faisaient pas partie de ma famille. Grand-mère qui était prof. Ma grand-mère. Et à ce moment, donc je comprenais pas ce que faisaient ces gens là. Et ils ont pris la parole. En fait, c'était ses élèves. Et ils venaient tous la remercier parce qu'elle les avait aidés à trouver leur voie. Elle leur avait appris plus qu'un programme scolaire, mais elle les avait aidés à s'émanciper, à se construire. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ce métier, en fait, il est tellement important, quoi. Et moi-même, il y a des profs qui m'ont marqué dans ma scolarité. Et voilà, c'est un métier magnifique. Et le fait qu'on manque d'enseignants, c'est dramatique. Je trouve ça terrible. On va évidemment continuer à parler de tout ça, en parler autour de ce film des Têtes givrées que vous avez réalisé, Stéphane Caz. Mais pour l'heure, si vous le voulez bien, c'est l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une anti-sèche aussi avec une très belle personne. Il s'agit de Joséphine Baker. Hommage, vous avez vu un documentaire qui lui est consacré, qui est disponible sur MyCanal depuis fin février. Il a été réalisé par Clémentine Sélarié. C'est l'occasion pour vous de revenir sur la vie de et la personnalité de cette artiste et résistante qui était Joséphine Baker, que l'on croise forcément dans les programmes scolaires. Voilà, et dont on a beaucoup parlé l'année dernière, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de faire entrer Joséphine Baker au Panthéon. La cérémonie a eu lieu en novembre 2021. Elle a donc rejoint les grandes figures de l'histoire de France qui y sont inhumées. Alors Joséphine Baker, elle naît en 1906 aux États-Unis, dans une famille pauvre. Elle reçoit très très peu d'amour de la part de sa famille, mais déjà ce qu'elle aime, c'est faire le spectacle, chanter, danser. Ça, elle adore. À 16 ans, elle part à New York et commence à se produire dans des comédies musicales. On est sur Broadway. Oui, et ce sont les premiers succès. Elle se fait remarquer et elle obtient un rôle à Paris, où elle arrive en 1925. Elle se produit dans la revue Nègre, qui fait sensation. Joséphine Baker détonne par son style, ses plumes, sa ceinture de banane, évidemment. Ouais. Ses grimaces et la manière qu'elle a de loucher, de se mouvoir. L'artiste intrigue et fascine, car depuis la fin du 19e siècle, la France découvre l'exotisme des populations et cultures d'Afrique, avec ce fantasme colonial qui se développe et dont les artistes sont les exemples mêmes. Alors Joséphine Baker n'arrive pas d'Afrique, mais de New York. Ouais. Mais elle arrive avec une autre révolution, celle de la libération du corps. Elle danse seins nus, elle montre son corps et sa danse, c'est pas de la valse, dont on disait d'ailleurs il y a encore peu de temps qu'elle était indécente, mais la danse du ventre. C'est la danse du ventre pour Joséphine Baker, le Charleston, les danses qui deviennent à la mode à l'époque. Bref, tout cela intrigue. Et tout cela plaît et très rapidement, elle devient une immense vedette. Oui, son succès est dingue. Après avoir joué au Théâtre des Champs-Élysées, Joséphine Baker devient la star des Folies Bergères. Son influence grandit en France où les femmes veulent désormais avoir le teint hâlé ou encore les cheveux plaqués, vous savez, à la Baker. À la Baker. Voilà. Mais l'artiste a aussi des détracteurs. On lui reproche d'être exhibitionniste. Il y a du racisme, bien sûr aussi. Lorsqu'elle part en tournée, l'Église catholique prévient de l'arrivée, je cite, d'une dégénérée. Bref, elle dérange. Elle ne fait pas que danser, elle va se mettre au chant, Joséphine Baker, se produire au Casino de Paris. On est là à la veille de la Seconde Guerre mondiale. J'ai deux amours, mon pays et Paris, bien sûr. Vous allez nous chanter alors. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Voilà. Ouais. Chante Joséphine Baker. Voilà. Voilà, avec son costume tout en plumes. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Joséphine Baker est contactée par les services de contre-espionnage qui lui proposent de travailler avec eux. Parce qu'en fait, c'est l'agent parfait. Elle voyage. Tout à fait. Elle se déplace facilement. C'est le profil idéal. Joséphine Baker refuse de chanter en France, occupée par les Allemands. Et elle s'engage donc dans la résistance. Elle chante en Europe. Elle finance elle-même ses tournées. Ses salaires sont utilisés pour faire fonctionner la résistance. Et elle récolte et transmet des informations précieuses. Elle a vraiment envie d'aider ce pays, la France, qu'elle adore. Résistance, y compris les armes à la main, puisqu'elle rejoint les forces combattantes. Oui, avec le grade de sous-lieutenant dans l'armée de l'air. Elle a son brevet de pilote. Finalement, sa tournée se termine à Buchenwald, où elle chante devant une partie des survivants du camp. Et pour tout cela, elle reçoit la médaille de la résistance française en 1946 et 10 ans plus tard, la Légion d'honneur et la Croix de guerre. La suite, eh bien, c'est l'art. Elle dansait encore à la veille de sa mort dans une revue au théâtre Bobino. Elle a eu 12 enfants adoptés qui venaient du monde entier, qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Elle a été une diva, une meneuse de revue, danseuse, chanteuse, ambassadrice de la haute couture française, le tout en étant toute sa vie engagée contre les discriminations et le racisme. Et elle meurt en 1975 à l'âge de 68 ans. La vieille. Ouais. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Les têtes givrées. Faire un feel-good movie, parler du réchauffement climatique, filmer la nature, faire un film sur le métier d'enseignant, tourner avec des ados, c'est fort de toutes ses envies que Stéphane Casse s'est lancé dans la réalisation des têtes givrées. Toujours dans les idées qui vous mettent en colère, et alors c'est une colère, je veux dire, joyeuse dans le film. Enfin, il y a des moments quand même désagréables, mais bon, quand même, en gros, tout ça qui met de bonne humeur. Oui, voilà, le film est quand même de bonne humeur. Sérieux, mais dans les trucs qui vous énervent, il y a l'idée qu'il faudrait ne pas avoir de trop grandes attentes pour des élèves en difficulté. Ça revient à plusieurs reprises. Genre, on va pas donner de confiture au cochon, quoi. C'est pas la peine. Déjà, s'ils viennent au collège, c'est bien. Oui, c'est de croire en eux. Et d'ailleurs, dans le film, ces élèves, donc ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ne croient pas en eux, et ils tombent face à un enseignant qui les prend tous pour des êtres merveilleux. Ça, je pense vraiment, tous les enfants sont des merveilles. Alors, il a ses raisons de vouloir bien s'occuper des enfants, mais ça, on ne va pas spoiler. Voilà, on ne va pas dire pourquoi. On va le voir en découvrant le film. Mais oui, en fait, chaque élève a un potentiel énorme. Et après, voilà, comment l'école peut essayer de l'aider à le déployer. Et c'est une vraie question. Et Alain essaye, en plus d'apprendre un programme scolaire, d'apprendre aussi une mentalité à avoir, pour prendre confiance en soi, pour quelque chose qu'on retrouve plus dans la culture des sportifs de haut niveau, qui s'entraînent pour avoir un mental en acier. Et pour moi, c'est aussi important de réussir dans la vie avec un bon mental qu'avec des bonnes connaissances. Et Alain, c'est le prof qui lui aussi aura un petit moment de crise de confiance et de crise de conscience peut-être. L'idée du film, elle cristallise pour vous en même temps qu'émerge Greta Thunberg, la génération Greta Thunberg, parce que c'est une longue histoire quand même. Faire un film, on le sait, ça dure longtemps. Alors, mais au moment où vous avez l'idée de faire un film là-dessus, les manifs commencent. Exactement. Avec Isabelle Fontaine, la scénariste, on commence à écrire et 2 mois après, boum, voilà, il y a Greta Thunberg qui arrive et qui nous a... Vous voulez pas écrire un truc sur, je sais pas, la paix en Ukraine, des trucs comme ça, là maintenant vous vous y mettez. Non, et puis du coup c'était intéressant parce que pendant l'écriture on a rencontré des jeunes qui militaient pour le climat et on rencontrait aussi des glaciologues, et d'un certain côté il y avait les glaciologues qui nous disaient la réalité scientifique très dure, de dire voilà, dans tant d'années à l'heure actuelle il y aura plus de glaciers, donc à la fois ils me faisaient complètement rêver avec leurs histoires incroyables sur les glaciers, et en même temps il y avait cette fatalité, voilà, leur métier va peut-être disparaître, et à côté de ça on rencontrait des jeunes qui vraiment disaient mais jamais de la vie on va laisser les glaciers disparaître, ça va pas la tête, mais on va se battre, on va y aller. Et c'était cet enthousiasme et cette utopie contre le côté un peu fataliste, réaliste, et voilà, qui cohabitait dans notre travail et qu'on a fait émerger dans le film avec vraiment. Ouais. Mais vous tenez les deux bouts, vous tenez le bout de l'utopie, parce qu'effectivement ils veulent sauver ce glacier et à travers ça sauver la planète, mais vous tenez quand même le bout du réalisme aussi, évidemment, parce que vous le dites vous-même, bâcher des glaciers, et d'ailleurs le glaciologue qui vous accompagnait le dit, ça retarde un peu, mais structurellement, ça ne va pas suffire. En fait, c'est très efficace pour retarder la fonte d'un glacier. Ça diminue par 5 la fonte. Car ça vient grâce à l'effet Aldébo qu'Emma va nous... Albédo. Albédo, je ne sais pas ce que c'est. Albédo. Voilà, c'est très simple. Albédo. Voilà. C'est un effet de physique. C'est quand le blanc rejette la chaleur. Rebondit sur la couleur blanche. Donc c'est très simple en fait. Si vous avez un t-shirt blanc l'été ou un t-shirt noir... Mais on le sait, quoi. Il vaut mieux s'habiller en blanc qu'en noir.
voir quand il fait chaud, quoi. Voilà, parce que c'est pareil, il y a 10% de la surface de la planète qui est blanche, qui est gelée, et les rayons de soleil rebondissent sur cette couleur blanche. Et donc, il faut imaginer, par exemple, la mer de glace, là on a tourné le film, cet été avec la canicule, elle a perdu 16 mètres de hauteur. 16 mètres, ouais. Donc c'est un immeuble de 5 étages. Donc s'il y avait des bâches, ça ferait 3 mètres. Donc effectivement, les bâches, c'est très efficace pour ralentir la fonte. Maintenant, il y a des glaciers entiers. En Italie, le glacier de Prescena est bâché en entier. La surface est équivalente à une surface équivalente de Paris. Maintenant, le message du film, c'est pas de dire qu'il faut bâcher tous les glaciers du monde, effectivement, et continuer à vivre comme si de rien n'était. C'est qu'il faut vivre autrement. Et c'est que si on se comportait tous comme les élèves de ce film, on arriverait à faire cette transition écologique et in fine à sauver les glaciers. Voilà. L'idée, c'est que c'est systémique et donc on voit les élèves lancer par exemple une opération zéro déchet. Par exemple, effectivement. C'est aussi une façon d'essayer de choper pour un des élèves. Mais il faut qu'on y aille tous. Ça, peu importe les raisons. On a fait un écotournage dans toutes les entreprises, dans toutes les familles. Il faut tous qu'on se lance dans cette transition. Et c'est ça qui est important. C'est pas tant le résultat, parce qu'on n'est pas parfait. Votre film, c'est un film là-dessus, c'est un film sur le passage à l'action. C'est un film qui dit en somme, on sait maintenant comment on y va et comment on y va en se disant que le petit geste peut avoir de grands effets. Parce que c'est aussi la question de se dire, si j'en fais pas assez, ça va rien changer. Exactement. On est à une époque où le constat, on le connaît, il faut passer à l'action. Et le petit geste, pour prendre cet exemple, donc on a fait un écotournage, j'aurais plein de choses à raconter, mais juste un exemple, une feuille de service. Normalement, sur les tournages, à chaque fois, la veille pour le lendemain, on reçoit une feuille de 2-3 pages avant qu'on imprimait tout le temps et qu'on donnait à toute l'équipe. Donc s'il y a 100 personnes dans l'équipe, 3 pages, ça fait 300 feuilles à imprimer chaque jour, sur 40 jours de tournage. Donc suffit de les envoyer par mail. C'est un petit geste, n'empêche qu'à la fin, on a économisé dizaines de milliers de papiers. Vous aviez un comédien principal qui venait sur les tournages en vélo. Oui, on avait des repas de consommation, on a fait du zéro déchet, la découverte. Vous avez fait des travelling au vélo électrique. Oui, on a fait. Il faut innover. Travelling au vélo électrique. Wow. Pas mal, non? Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire juste avec de la volonté. Et déjà, faut faire ça. Déjà, tout ce qu'on peut faire avec de la volonté, il faut le faire. Il y a des choses plus compliquées à mettre en œuvre, mais déjà, commençons. Prenons notre part. Oui, et faut juste se lancer dans ce mouvement. Réinventer l'école et sauver la planète, c'est l'objectif du film, des élèves en tout cas, du film des têtes givrées de Stéphane Casse qu'on retrouve juste après la Jean Bafouille, juste après la récré. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Je vous cède la parole, je suis en plein bafouillement. Vous nous présentez donc un escape game, un jeu d'évasion spécial pour réviser le code de la route. Tout à fait, et à destination spécialement des jeunes, puisque même si on ne conduit pas, ou pas encore, c'est important d'être sensibilisé au danger de la route et d'apprendre les règles en matière de sécurité routière. Et c'est tout l'enjeu de cet escape game qui est proposé par G Addiction Jeunesse Citoyenne. C'est une association qui mobilise la jeunesse et la société tout entière autour des grandes causes nationales. Donc pour cet escape game autour de la sécurité routière, moi aussi je bafouille, l'association a été récompensée par le prix national de l'innovation. Formidable. Le principe d'un escape game, c'est qu'il faut s'évader, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... C'est ça. Alors en fait, le but, c'est de découvrir les causes de l'accident de scooter d'un étudiant qui s'appelle Thomas. Et les joueurs ont 1 heure pour déchiffrer les énigmes tout en étant confrontés au danger de la route. Et le jeu, il a été conçu par des policiers, des pompiers, des gendarmes, des jeunes. Et il pousse à une réelle prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est pas le seul escape game de l'association. Je vous disais qu'elle se concentrait sur les grandes causes nationales. Il y a donc aussi l'escape game sur l'environnement, sur l'égalité femmes-hommes, sur le harcèlement, le racisme, l'antisémitisme. Et à chaque fois, le principe est le même. On apprend, on comprend, on réfléchit, le tout en s'amusant. Donc, belle initiative de cette association niçoise. Coup de chapeau. Merci beaucoup, Emma. Merci. Les têtes givrées, grand oral, Stéphane. Stéphane Casse, donc réalisateur des Têtes givrées, invité du Grand Oral. C'est un film qui parle beaucoup d'un concept qui a été documenté de longue date par les Québécois, qui a débarqué en France, je pense, il y a une douzaine d'années, qui est la persévérance scolaire. C'est-à-dire l'idée que le travail, le courage, remettre l'ouvrage sur le métier, ça peut compenser bien des handicaps scolaires ou sociaux. Je pense vous le martelez. Oui, parce que je pense que le courage, c'est la chose la plus importante. J'ai découvert plein de choses sur les gens qui m'émerveillaient. Je prends un exemple, Steven Spielberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'adore, si je fais ce métier, c'est en partie grâce à lui. J'ai découvert qu'il avait raté 2 fois la fac de cinéma. Donc heureusement qu'il ne s'est pas dit je suis nul, j'arrête.
Mais il y en a plein, Michael Jordan. Vous citez Chaplin dans le film. Oui, Chaplin, Michael Jordan, il était viré de son club de basket. Chaplin, il est né dans la misère avec une maman malade. Griezmann, totalement, il n'arrivait pas à rentrer dans des clubs parce qu'il était trop petit. Heureusement qu'il a persévéré. Et donc le courage, c'est quelque chose d'aussi important que le savoir, en fait. Et très souvent, quand on discute avec des jeunes, ils pensent que ceux qui réussissent, c'est parce que soit ils ont de l'argent, soit parce qu'ils sont beaux, soit parce que je sais pas quoi. Maintenant, en fait, le premier critère, ou qu'ils ont de la chance. Voilà, ou parce qu'ils sont nés à tel endroit. Mais en fait, non. Même les gens qui arrivent à faire des grandes choses, ils ont galéré, ils ont eu des difficultés, des échecs, et ils ont rebondi à chaque fois. Donc le courage, c'est le premier critère, en fait. Et si on pouvait apprendre ça à l'école, mais on ferait des miracles. C'est un film, ceci dit, qui n'est pas tendre pour l'école ou pour l'institution. Alors, oui et non, c'est-à-dire que je ne veux pas être moralisateur dans ce film. Alors, je prends votre oui et non, mais de mon point de vue, c'est plutôt non et oui. Enfin, bon, mais non quand même. Non, parce qu'on a une école qui est formidable, quoi. Après, c'est sûr que dans la pédagogie, il y a encore plein de choses, à inventer, mais je ne crois pas qu'il y ait une pédagogie miracle qui soit parfaite pour tout le monde. Par contre, je pense qu'il faut essayer des choses, et notamment le personnage d'Alain est inspiré par un enseignant que j'ai rencontré qui s'appelle Vincent Fayet. Vincent Fayet, spécialiste de la classe mutuelle. Exactement, et qui a expérimenté d'autres manières d'enseigner dans sa classe. J'ai été plusieurs fois le rencontrer, j'ai rencontré ses élèves, et je n'avais jamais vu de ma vie des élèves aussi heureux d'aller à l'école et qui travaillaient autant. Et donc ça m'a inspiré, forcément, c'est déconcertant presque. Et donc, alors, il mélange plusieurs méthodes d'enseignement. Le parti classique, c'est-à-dire avoir des élèves assis, immobiles, silencieux, qui écoutent un prof qui parle, ça dure 15 minutes dans ces cours. Et il y a des élèves à qui ça va bien. On n'est pas à la messe, je crois, dit Clovis Cornillac, pour décrire cette façon d'enseigner. Oui, parce que c'est une méthode, donc c'est ce que m'a appris Vincent. Exactement, c'est que l'éducation nationale est calquée sur Jean-Baptiste de La Salle, qui a inventé au XVIe siècle tout ce système de programme scolaire, donc c'était révolutionnaire à l'époque, mais il y a aussi un autre système pédagogique qui a été inventé et qui était en plein essor au début du 19e siècle. Il y avait plus d'1 millier d'écoles qui pratiquaient l'enseignement mutuel, qui avaient des excellents résultats. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt qui avait apporté ça. Bravo. Non, mais T'as bien appris votre leçon. Mais voilà, et donc c'est un enseignement qui consiste en fait donc il y avait un enseignant pour beaucoup plus d'élèves, parfois des centaines d'élèves, et l'idée c'était qu'une fois qu'il fait son cours, chaque élève devient un petit enseignant qui apprend aux autres, jusqu'à ce que tout le monde ait Et la science a prouvé par la suite que ça apprenait énormément à celui qui enseigne aux autres, d'ailleurs. Exactement, et parce que pas seulement l'élève, entre guillemets, qui est bénéficiaire de ça, c'est aussi le prof en herbe. Le fait d'enseigner, ça aide à assimiler. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Un des grands messages du film rejoint celui d'un documentaire que vous avez peut-être vu qui est sorti à la rentrée, qui s'appelait Un bon début. C'est un peu comme vous, c'est pas des SECPA, c'est une classe starter, donc c'est vraiment des élèves assez en situation de rupture, souvent de rupture familiale. Et le prof qui s'occupe d'eux leur dit « Je te lâcherai pas ». Ah oui. Alors, j'ai pas encore vu le film, j'ai vu la bande-annonce, mais j'avais vu ça. Et comme Alain, oui, effectivement. Et c'est vraiment, vous, c'est ce que vous avez envie de dire, quoi. Oui. Parce que ce message-là, ils peuvent pas ne pas l'entendre, les gamins, c'est ça ? Oui, complètement. C'est d'avoir vraiment un enseignant qui est à fond, qui veut vraiment épanouir ses élèves. Et quand il voit un élève, alors c'est difficile, parce que moi-même j'ai vu des élèves où j'arrivais pas à avoir de contact avec eux, complètement fermés, complètement dans le conflit. Et donc c'est dur d'avoir. Et au bout d'un moment, c'est facile d'être découragé, de s'occuper de ceux avec qui c'est plus facile. Mais voilà, j'avais envie de donner comme message qu'il faut pas les lâcher, ces jeunes, quoi. Et vous-même, vous y arriviez ? Il faut tout faire. Je fais de mon mieux. C'est pour moi. C'est bien, mais ça, c'est faire de son mieux. Après, on y arrive, on n'y arrive pas. Mais si on n'arrive pas, on n'a pas de regret parce qu'on a fait de son mieux. Donc voilà, quand j'ai des élèves, j'essaie de ne pas les lâcher. Je vais au bout. Parfois, j'ai des miracles. Parfois ça ne marche pas. Mais au moins, j'ai fait tout ce que je pouvais. Merci beaucoup. C'est important de lire quand on va à l'école. Vous serez d'accord avec moi ? Oui. Je propose qu'on pousse ensemble la porte de la librairie. Derrière, on va retrouver... Il n'y a pas le choix, il est obligé de dire oui. Non, mais on va retrouver Célie Luton, à qui Emma va céder sa place, non sans avoir été chaleureusement remerciée. Merci à vous. La librairie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire. 3 conseils de lecture, 4 conseils de lecture. Aujourd'hui, 20 conseils de lecture. Que ce soit poétique, car le mois de mars, c'est le mois de la poésie. Et on commence donc avec les poèmes. Exactement. De Bernadette Després, Bernard Friot. On connaît ces 2 noms quand même. Ah bah exactement. Bernadette Després, si vous ne connaissez pas le nom, vous connaissez les personnages. Moi, Tom et Nana. Tom et Nana et Bernard Friot. Et les histoires pressées, les nouvelles histoires pressées, toutes les histoires pressées possibles et inimaginables.
là, vous avez un recueil avec deux grands personnages de la littérature jeunesse et on les adore. C'est drôle, c'est très mignon. Et alors, vous avez d'un côté le poème, qui est drôlissime, très fin, très poétique. C'est beau, hein? Ça, c'est le côté poème, au cas où vous n'auriez pas compris. Sirène et baleine. Et ça, devinez, je vous le donne en mille, c'est le côté bande dessinée. Adaptation en bande dessinée. Donc, qu'on sache lire ou pas, on y va. Super. Oui. À très, très Barcelone, bien une adapté. sirène a rencontré une baleine. Exactement. Et L'une avait des bas de laine, l'autre avait mauvaise haleine. L'une avait chaud aux pieds et l'autre puait du gosier. c'est mon préféré. Qui soignait ses petons, qui mangeait trop d'oignons. L'histoire ne le dit pas, et c'est très bien comme ça. Suspense. Non, c'est adorable et on retrouve des allusions aux histoires pressées de Bernard Friot et on retrouve les personnages de Tom Tom et Nana. Moi, Bernard Friot, ce qui va faire plaisir à Stéphane, il n'aimait pas écrire, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Il était enseignant et il s'est mis à écrire pour qui, pourquoi. C'est pas du tout. On dit que ce ça va qu'il vous préfère. plaire, c'est au sens de la résilience, de je franchis mes limites. Et c'est un petit bonheur, petit bijou. La vie secrète des émotions. Oui, alors Tina Osiewicz. et Alexandra Alexandra. Sajac. Alors ça, c'est aux éditions de La Partie. C'est une très belle maison d'édition dont je ne parle pas assez, je trouve. Donc c'est la suite de La vie des émotions où... On en avait parlé. Exactement, Ouais, je où me la souviens. colère explose, toutes les émotions ont une particularité. Et ici, les émotions vont vivre, elles vont interagir et chacune a ses petits secrets. Vous savez que le courage a une grande sœur qu'il admire énormément et elle s'appelle la confiance. Car malgré tout, quand on lui demande quelle est la chose la plus courageuse, il pense aussitôt au pont que sa grande sœur soutient dans le vide, ceux qui ont résisté à l'épreuve du Exactement. temps et ceux qui se sont effondrés avec fracas sur sa tête. Et il répond C'est- que ce qui est important, c'est faire confiance. Exactement. C'est encore un message pour C'est vous. magnifique. Si ça, c'est pas poétique, moi, je ne sais pas. Non, c'est une merveille, c'est tout Et en des très belles illustrations, hein, on va le dire quand même. Je vais montrer ça. Hop, C'est au un passage. duo 100% féminin de deux jeunes femmes polonaises qui est incroyable. Incroyable. J'adore. Super. Oui, on adore. Troisième conseil, c'est un Oui. conseil en double. C'est du roman. Alors oui, on termine Deux avec tomes. Les Mémoires de la forêt, donc écrit par Michael Brun-Arnaud. Et c'est un roman illustré par Sanoé. C'est magnifique. C'est tellement plus poétique que ce que vous faites, Emmanuel, là. Attention. C'est l'histoire d'un libraire. Évidemment, il est génial. Il s'appelle Archibald Renard. Et un ami arrive, Ferdinand Taupe, et il est frappé de la maladie de l'oubli-tout. Ah, Et, donc, c'est terrible ça. Exactement, ses souvenirs le fuient, et Ferdinand va quitter sa librairie pour aller avec son ami retrouver ses souvenirs. C'est magnifique, c'est touchant, poétique. On voit très vite que l'auteur a un parcours d'accompagnant lui-même et c'est bouleversant. J'ai vraiment été frappée, j'avais jamais lu. Vous le dites quelque avec, chose comme ça. émotion, Ouais, ça se d'accompagnant de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ou etc. Enfin, on Exactement. parle de choses graves, quoi. Oui, il y a une sincérité, une poésie et une bienveillance. Parce que vous voyez, on est dans un monde où les animaux sont anthropomorphisés, on est dans la forêt de belle écorce, et tout n'est pas beau, tout n'est pas joli, puisque notre cher Archibald, il perd sa mémoire, il perd ses souvenirs, et il a peur de perdre Maude. Et c'est incroyablement beau. Et un c'est bien, deux c'est mieux. Au mois de mars, le tome 2 sort, l'histoire est Vous aussi imaginez belle. quand vous serez dans sa librairie en vrai? Non, mais Vous c'est arrivez à la génial. caisse et vous dites un c'est bien, deux c'est mieux. Mais oui, mais Allez. toujours. Et là, les Mémoires de la forêt, et nous avons tout va bien dans la forêt de Belle-Écorce jusqu'au jour où Célestin le loup arrive et il exige la librairie de notre ami libraire Renard, car elle aurait appartenu à son grand-père. Enquête à suivre, suspense garanti, mais c'est toujours aussi beau. C'est vraiment... Michael belle Brun-Arnaud, écriture. les illustrations sont de Saint-Noé, c'est chez à l'École des loisirs, collection Oui. 9, donc ça veut dire plutôt accessible dès 9 ans. Exactement. Bien c'est que... ça. Adultes, faites-vous plaisir. D'accord, non mais enfants Vraiment. aussi. Ah oui. À 9 ans, ils dévorent ça, oui, c'est la Oui, génération Harry sans Potter, ils n'ont pas peur des gros livres. Mais oui, ils n'ont pas peur. Célie, merci beaucoup. Merci Avec Stéphane plaisir. aussi de nous avoir accompagnés. Vous allez dans les écoles avec le film. Complètement, oui. Vous aimez ça en plus. Oui, et je pense que c'est important. J'ai aussi conçu ce film dans une logique d'éducation à l'environnement. C'est-à-dire que si on veut protéger la planète, si on veut protéger les glaciers, il faut déjà savoir qu'ils existent. Il faut déjà être émerveillé par eux et savoir qu'ils fondent. Parce que sinon, voilà, si on ne voit pas les insectes qui disparaissent, les oiseaux qui... on va pas changer, quoi. Et c'est vrai que la scène que vous avez tournée, on l'a vu dans la bande-annonce, quand ils sont à l'intérieur du glacier, ils descendent par
Moulin, ça s'appelle, Oui, le trou dans lequel on descend. Exactement, on rappelle. C'est entre le ciel étoilé et la rivière de Diamant. Quoi. Bah, Enfin, c'est absolument dingue. extraordinaire. Et c'est le glacier qui est dans le film, il est en France. Donc on a ces paysages chez nous, donc il faut se battre pour pas qu'ils disparaissent. Et vraiment, donc on a fait un dossier pédagogique. Donc c'est pour tous les enseignants, si vous voulez faire des projections scolaires, il y a plein d'associations qui soutiennent le film sur tout le territoire, qui se proposent d'intervenir pour animer des séances scolaires. On fait quoi pour avoir les droits du film? On vous écrit? Oui, vous pouvez écrire. Si vous tapez Tête givrée dossier pédagogique sur Internet. Tête givrée, dossier pédagogique. Et vous aurez peut-être même un Stéphane Caz en chair et en os, sinon vous avez le dossier qui est super bien fait. Et comme vous l'aurez compris, il adore les enseignants. Ils sont persuadés que vous allez faire le travail merveilleusement. Merci Célie aussi. Merci pour ces conseils de lecture. Pour le maquillage, aujourd'hui, c'était Théma Razafin de Ralambeau. En régie, Marine Plantec, assistée par Dylan Coller. Thibaut Goury-Lafont pour le son, Alice Pitavi pour la réalisation. Vous restez sur School TV et on se retrouve, nous également, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.